Jesse Matthews, très apprécié dans sa ville natale, est la star de l'équipe de football américain de son université. Jesse Matthews est différent. C'est un prédateur. Il n'est pas comme vous et moi. Avant de passer à l'acte, ces individus doivent chasser. C'est pour ça qu'ils fréquentent les mêmes lieux que leurs victimes, pour les traquer. Mais sous ses airs de géant au grand cœur, il utilise sa force pour tuer. Il brisait des os à main nue. C'est inimaginable. J'ai du mal à concevoir que ce soit possible. Un homme qui brise des os à la force de ses mains. Je ne vois qu'un mot pour décrire ce qu'il a fait subir à ces jeunes femmes. Cruauté. Cet étudiant promis à un brillant avenir a choisi un chemin beaucoup plus sombre. Comment Jesse Matthews a-t-il pu échapper à la justice après avoir violé et tué des femmes dans 4 États? Nous allons tenter d'appréhender le contexte du crime et les comportements suspects qui auraient pu alerter son entourage. Des spécialistes vont nous aider à retracer la chronologie des faits et à réaliser l'autopsie d'un meurtre. Il se moquait complètement de faire du mal aux autres ou de les contraindre par la force. Il ne pensait qu'à lui et à son propre plaisir. Il faisait ce dont il avait envie et cédait à ses pulsions. Jesse Matthews est un excellent athlète. Ses talents de footballeur américain lui permettent de décrocher une bourse pour étudier à l'université Liberty, en Virginie. Il a toujours pensé qu'il était spécial, unique. Quand il était plus jeune, sa personnalité et son caractère lui ont valu pas mal de problèmes. Mais quand il s'est mis au football américain, il a compris que c'était un très bon moyen d'être populaire. Beaucoup de jeunes gens se sentent frustrés dans les villes denses comme Charlottesville. Il y a peu d'endroits où se dépenser en extérieur. Désœuvré, il risque de s'attirer des ennuis. Alors la mère de Jesse Matthews fait de son mieux pour que son fils reste dans le droit chemin. Sa mère et lui ont quitté Charlottesville au début de son adolescence. Ils sont partis vivre à la campagne, dans une région plus tranquille. Ils ont déménagé dans la petite ville de North Garden. Cette décision semble porter ses fruits. L'adolescent perd peu à peu son attitude rebelle. À l'âge de 16 ans, il mesure déjà 1,88 m pour 97 kg. À l'université, il devient champion de lutte et la star de son équipe de football américain, les Liberty Flames. Jesse Matthews avait la carrure idéale pour devenir footballeur américain. Il était taillé pour ce sport. Et il était assez doué pour être engagé dans une équipe universitaire. C'était un jeune homme très costaud, c'était un véritable colosse. À l'époque, quand il s'investissait vraiment dans le sport, il devait être très impressionnant sur le terrain. Mais LJ, comme on le surnomme alors, est tout aussi intimidant en dehors du stade. Rentrée de l'automne 2002, de nombreux étudiants font leur arrivée sur le campus. Assez rapidement, une affaire a éclaté dans cette université. Une jeune femme affirmait avoir été victime d'une agression sexuelle. Mais quand on l'a interrogée sur ce qu'il s'était passé, Jesse Matthews a prétendu qu'elle était consentante. Il a déclaré qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il ne l'avait pas forcée à faire quoi que ce soit, et qu'ils en avaient tous les deux envie. À l'époque, beaucoup jugent les accusations d'agression sexuelle à l'encontre de l'athlète mensongères. Plus tard, Tim Longo et son équipe le poursuivront pour meurtre. Mais à l'époque, pour la plupart des habitants de Charlottesville, Jesse Matthews semble incapable de commettre un tel crime. Il voulait qu'on le voie comme un grand gaillard enthousiaste et sympathique. Comme un gros nounours. Je pense que ça le décrit très bien. C'était l'image qu'il donnait de lui. Il n'avait pas l'air d'être capable de commettre un acte aussi abject. Ce n'était pas son genre. C'est ce que les gens pensaient.
Alors comment est-il devenu un monstre qui tue de sang-froid? Quand il quitte Charlottesville pour aller à l'université, sa mère n'est plus là pour le maintenir dans le droit chemin. Il n'était plus soumis aux mêmes règles que chez lui. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il n'y avait plus personne pour le surveiller. Et même quand il était au centre de l'attention, les gens le regardaient avec admiration, parce que c'était un grand athlète. C'est ce qui a dû le pousser à se dire qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, sans en payer les conséquences. Ils sont nombreux à quitter le cadre familial et ses règles plus ou moins strictes en arrivant à l'université. Ils découvrent l'indépendance et la liberté. Et là, ils se laissent aller à leurs pulsions. Le contexte est idéal pour ces prédateurs en liberté, qui ne sont plus sous le contrôle de leurs parents. Et des étudiantes arrivent en première année. Elles sont vulnérables, elles n'ont pas encore d'amis et ne connaissent pas la ville où elles font leurs études. La rentrée est une période de l'année très dangereuse sur les campus. Il le savait et il n'attendait que ça. Jesse Matthew, soupçonné d'avoir agressé une étudiante, est prié de partir. Il s'inscrit alors à l'université Christopher Newport, à 300 km de là. Il a quitté le campus. On ne sait pas ce qu'il a fait entre-temps, mais il est réapparu quelques mois plus tard dans une autre équipe universitaire de football américain. Et quelque temps après son arrivée dans cette nouvelle ville, 2 étudiantes ont disparu. Il a pris un nouveau départ dans cette université. Les études sur les auteurs de crimes violents montrent que très souvent, ils se déplacent de ville en ville. Ils changent régulièrement d'environnement pour tuer. C'est pour ça qu'on a souvent du mal à les appréhender. Ils ne restent jamais très longtemps au même endroit. Et ça leur permet de récidiver. Aucun lien n'est établi entre Jesse Matthew et les 2 femmes disparues. Mais au début de l'automne, une autre affaire d'agression sexuelle éclate. On a ouvert une nouvelle enquête. Une autre jeune femme venait de porter plainte pour agression sexuelle. Et au même moment, Jesse Matthew s'est volatilisé subitement. Mais cette fois-ci, personne sur le campus n'a accepté de nous donner des informations. Ils ont dit qu'ils géreraient cette affaire en interne. Ils n'ont pas voulu coopérer pour préserver la vie privée des étudiants qui pourraient ou non être impliqués. Jesse Matthew n'est donc toujours pas considéré comme un prédateur sexuel et peut de nouveau sévir. Le docteur Judy O s'intéresse tout particulièrement aux criminels récidivistes. Selon elle, à cette époque, Jesse Matthew se croit invulnérable. Souvent, les criminels ou ceux qui ont des tendances psychopathiques se croient bien plus intelligents qu'ils ne le sont réellement. Ils n'imaginent pas se faire prendre. Leur narcissisme les pousse à penser qu'ils sont plus malins que tout le monde. En 2005, Jesse Matthew n'est plus footballeur et enchaîne les petits boulots à Fairfax. Il y a plusieurs campus dans la ville. La présence de nombreux étudiants en font un terrain de chasse idéal pour ce prédateur. Une autre femme a été agressée sexuellement à Fairfax, mais il ne l'a pas tuée. Elle a coopéré avec les forces de l'ordre et elle a été capable de fournir un portrait robot de son agresseur. De plus, la police a pu recueillir un échantillon ADN du violeur. Le portrait de cet individu extrêmement dangereux est publié un peu partout. La vie de Jill Harrington et Jane Vance est sur le point d'être bouleversée par Jesse Matthew. Jesse Matthew est différent, c'est un prédateur. Il n'est pas comme vous et moi. Avant de passer à l'acte, ces individus doivent chasser. C'est pour ça qu'ils fréquentent les mêmes lieux que leurs victimes, pour les traquer. Jesse Matthew n'a pas de sabots ou de cornes. Si on n'est pas au courant de ce qu'il a fait et qu'il nous sourit, on va sûrement se dire que c'est un jeune homme charmant. Physiquement, rien ne laissait penser que c'était un être diabolique. Il avait l'air tout à fait normal. Il ne ressemblait pas à un psychopathe ou à une brute sans pitié, sauf quand il était en fuite après avoir commis un meurtre. Jesse Matthew est désormais un délinquant sexuel récidiviste. Est-ce à ce moment-là qu'il bascule et se décide à tuer ses victimes? Au début, il se limitait aux agressions sexuelles. Il laissait les femmes en vie. Il les violait et prétendait ensuite qu'elles étaient consentantes.
Il tirait des leçons de chaque crime. Il comprenait que ça lui attirait des problèmes, que ça l'avait empêché d'accomplir son rêve, devenir une star du football américain. Il ne comptait pas s'arrêter, mais il ne voulait plus laisser de témoins derrière lui. Agresser ces femmes ne lui suffisait plus, donc il a décidé de les tuer. Je pense que l'idée de faire encore pire à chaque fois lui plaisait. Il voulait aller toujours plus loin que son crime précédent. Il recherchait des sensations fortes, une montée d'adrénaline. Il considérait ses agressions comme un sport et il voulait que les autres soient en quelque sorte son public. C'est ce qui est le plus troublant chez lui. Et pour moi, ce sont des signes avant-coureurs de son passage à l'acte. Il allait forcément finir par tuer un jour. Qui sera la première victime de ce meurtrier en puissance? Je m'appelle Jill Harrington, je suis la mère de Morgan. Ma fille n'est plus de ce monde. Elle a été enlevée et assassinée en 2009. On n'aurait jamais pensé que notre petite Morgan croiserait un jour la route de cet homme diabolique, dans un endroit aussi paisible que Charlottesville, et qu'il la tuerait. Octobre 2009. Morgan Harrington, étudiante à Virginia Tech, s'apprête à aller voir l'un de ses groupes favoris. Elle partait au concert. Pour moi, c'est très important de dire chaleureusement au revoir à ceux qu'on aime. Alors je suis sortie sur le perron avec elle. Elle est montée dans sa voiture et elle s'est remaquillée. Elle a passé la tête par la fenêtre et m'a dit « 2, 4, 1, 2, 4, 1 ». Toutes les deux, on s'aime comme 4 et on ne fait qu'un. Elle est partie et elle n'est jamais revenue. Ce soir-là, la John Paul Jones Arena, située sur le campus universitaire, accueille un concert de Metallica. Pour Morgan, c'est un événement. Cela fait plus de 5 ans qu'ils ne se sont pas produits en Virginie. Elle aimait tous les styles de musique. Ça faisait presque 6 mois qu'elle avait acheté son billet. Elle était impatiente d'y assister. Elle ne parlait plus que de ça. Comme beaucoup d'étudiantes, elle aimait les concerts et elle y est allée avec des amis. À cause des lumières et des mouvements de la foule, elle s'est cognée la tête. Elle est allée aux toilettes et s'est rendue compte qu'elle était blessée et qu'elle saignait. Morgan est sortie de la salle de concert et quand elle est revenue, on lui a dit qu'elle ne pouvait pas retourner à l'intérieur, que toute sortie était définitive. Elle a appelé ses amis pour leur dire qu'elle ne pouvait pas les rejoindre et qu'elle allait trouver un moyen de rentrer chez elle. Elle appelle alors une compagnie de taxi qui lui envoie un monospace marron de 2004. Jessie Matthew est au volant. Certains éléments pouvaient laisser penser qu'il finirait par tuer quelqu'un. Notamment l'audace avec laquelle il abordait ses victimes. Il ne se cachait même pas. Il le faisait en pleine rue, avec d'autres personnes autour, un peu comme s'il voulait que tout le monde soit au courant, montrer qu'il pouvait agir en toute impunité. Alors qu'ils étaient en route vers chez elle, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez d'argent pour payer la course. Il ne lui manquait pas grand-chose. Jessie Matthew lui a fait une proposition. Il lui a dit que si elle acceptait de lui faire une fellation, il ne lui ferait pas payer le reste du trajet. Morgan a été tellement choquée qu'elle a voulu s'éloigner le plus vite possible de cet homme. Alors elle a sauté de la voiture en marche. Le prédateur a trouvé sa proie. On nous a appelés pour nous dire qu'on avait retrouvé le sac à main de Morgan à Charlottesville, devant la John Paul Jones Arena. Le lendemain du concert, elle devait réviser ses maths et faire ses comptes avec son père. Quand je suis rentrée de la messe, Dan m'attendait. Il m'a dit que la police avait appelé et qu'ils étaient en possession du sac à main de notre fille. J'ai eu l'impression d'être dans un ascenseur en train de tomber du dernier étage jusqu'au sous-sol. Je connaissais Morgan. Si elle avait perdu son sac à main, elle nous aurait appelés en larmes. Elle nous l'aurait dit. C'est là qu'on a compris qu'il lui était arrivé quelque chose. Le 17 octobre marque le début du cauchemar pour les parents de Morgan. Leur fille n'est jamais revenue du concert et ils n'ont plus jamais eu de nouvelles d'elle. Des avis de recherche sont placardés dans toute la ville.
Des centaines de personnes se mobilisent pour la retrouver. 3 semaines plus tard, au croisement de la 15e rue et de Grady Avenue, un étudiant fait une découverte qui permet à l'enquête de progresser. On a retrouvé le t-shirt de Morgan. Il y avait des taches de sang dessus. Il a été envoyé au laboratoire pour analyse et la police scientifique a établi un lien avec un viol qui avait eu lieu à Fairfax 5 ans plus tôt. Le sang retrouvé sur le t-shirt de Morgan a permis d'obtenir une empreinte génétique. Grâce à elle, les enquêteurs ont pu relier cette disparition à l'affaire du viol de Fairfax. C'est ce dossier qui leur avait fourni un premier échantillon ADN et un profil génétique. Mais Morgan reste introuvable. Son père est désemparé. Quand on nous a montré le portrait robot du suspect, je n'en revenais pas. Pour moi, c'était impossible que Morgan soit monté dans un taxi avec cet individu. En tout cas, pas de son plein gré. Ça m'a vraiment frappé sur le coup. Ce n'était pas ce que je m'étais imaginé. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça. En revanche, cela n'étonne pas le Dr Judy O. Elle pense que Morgan Harrington a sans doute trouvé que Jesse Matthews paraissait inoffensif. Les psychopathes sont très doués pour inspirer confiance. Au début, ils adoptent une attitude avenante, ils se montrent très amicaux. Pour ça, ils font en sorte d'imiter ce que feraient des personnes bien attentionnées et se comportent comme elles quand ils côtoient d'autres gens. Dans cette affaire, les indices arrivent au compte-gouttes. Morgan reste porté disparu pendant 8 mois. Quand un proche disparaît, on ne sait pas quoi faire, on est impuissant. C'est une situation très bizarre. On ne sait même pas à quel temps parler d'une personne disparue. Rien que ce mot, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il décrit très mal la réalité de la situation. Si vos lunettes ont disparu, c'est parce que vous n'y avez pas fait attention. Avec notre fille, ce n'était pas le cas. On nous l'a volée. Morgan a été enlevé, violé et tué par Jesse Matthews. Son corps finit par être retrouvé au bout de plusieurs mois. Quand on a retrouvé notre fille, Charlottesville traversait un hiver très rude. Un agriculteur qui possédait une grande exploitation de 40 hectares est allé vérifier que ses clôtures résistaient bien à la neige. Il a vu des ossements et s'est dit que c'était un cerf. La police se lance donc à la poursuite du meurtrier de la jeune femme dont l'identité est encore inconnue. Jill a dit « Il y a quelqu'un dans cette ville qui sait ce qui est arrivé à Morgan. » Elle savait que le meurtrier était d'ici, parce qu'il savait où se débarrasser du corps. Ce n'était pas quelqu'un de passage. Je savais que son assassin vivait dans notre ville. Il était des environs. Il venait de Charlottesville. Il était à l'aise ici. Les prédateurs restent souvent là où ils se sentent le mieux. Il connaissait bien la région. Sinon, il n'aurait jamais su que cette ferme était l'endroit idéal pour se débarrasser d'un corps. Il y était déjà allé. C'était un endroit vraiment très isolé. Pour s'y rendre, il fallait passer devant la maison, ouvrir un portail et traverser les champs. Ce n'était pas accessible facilement. De l'hiver 2009 à 2014, Jesse Matthews parcourt les rues de Charlottesville sans qu'aucun soupçon ne pèse sur lui. Il pourrait récidiver n'importe quand. Pendant ce temps, les parents de Morgan Harrington font tout leur possible pour retrouver le meurtrier de leur fille. Mais ils sont conscients de la dure réalité. Dès le début de l'enquête, la police m'a dit qu'il y avait de très grandes chances qu'on retrouve l'ADN du meurtrier de Morgan sur le corps d'une autre victime. Je comprenais très bien qu'il y avait des risques que ça se passe comme ça, c'était logique. Mais j'étais déterminée à ne pas le laisser faire. Ses parents n'ont jamais abandonné. Ils ne s'en sont pas tenus aux méthodes traditionnelles, c'est-à-dire placarder des affiches ou faire appel aux médias locaux. Pour la première fois dans cette ville, ils ont utilisé les réseaux sociaux. Ils ont utilisé Internet parce que c'était le principal moyen de communication des étudiants. Ils ont posté sa photo et ont fait en sorte qu'on parle de cette affaire. Cette campagne reçoit le soutien de plusieurs personnes. Même le groupe Metallica y participe. Back in 2010, our band offered $50,000 to help catch the person responsible for murdering Morgan Harrington.
Ils auraient très bien pu dire que ce n'était pas de leur responsabilité et rester à l'écart. Une étudiante qui se fait enlever à l'un de vos concerts, ça ne donne pas une bonne image. Au lieu de ça, ils sont venus vers nous. Ils ont appelé Dan 2 jours après la disparition de Morgan. Et ils nous ont dit, on a des enfants nous aussi. Et cette situation nous révolte. Comment peut-on aider? Any information, no matter how small you might think it is, could be that crucial piece investigators need to help solve the case. Right now, there's up to $150,000 reward. En 2014, Jesse Matthews ne fait l'objet d'aucune enquête. Il peut donc récidiver, sans crainte d'être appréhendé. La plupart des psychopathes n'éprouvent pas de compassion. Jesse Matthews n'accorde aucune importance à la vie humaine en dehors de la sienne. Il n'avait pas la moindre empathie pour ses victimes. Je pense qu'il ne ressentait rien de particulier pour elles. Et c'est pour ça qu'il a commis tous ces actes violents. Avec Jesse Matthews en liberté, personne n'était en sécurité. Ce meurtrier est-il sur le point de frapper de nouveau? Le jeune athlète prometteur est devenu un tueur. 2 semaines après le début du semestre, une étudiante de l'université de Charlottesville en Virginie disparaît. Nous sommes alors en 2014. C'est à cette époque que Tim Longo intervient dans cette affaire. J'étais au Texas. Un matin, j'ai reçu un mail d'une femme qui vivait dans le nord de la Virginie. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'elle a écrit, mais elle me demandait de retrouver l'ami de sa fille. J'ai appelé la police de la ville. Ils m'ont expliqué qu'une étudiante de l'université de Virginie, âgée de 19 ans, avait disparu le week-end précédent. Je leur ai demandé de me tenir au courant. En 2014, c'est Anna Graham, une étudiante de l'université de Virginie, qui a disparu. Elle était bénévole dans plusieurs associations et avait beaucoup d'amis. Et un soir, elle est sortie avec eux pour faire la fête. Elle a bu quelques verres et elle n'est jamais rentrée chez elle. Cette étudiante de 2e année à l'université de Virginie, née en Angleterre, a déménagé aux États-Unis à l'âge de 5 ans. Ses parents sont très inquiets. En fin de journée, j'ai décidé de rentrer à Charlottesville. Je voulais m'entretenir avec les parents de cette jeune fille, John et Suzanne Graham. Je les ai rencontrés environ 2 heures après avoir atterri à l'aéroport international de Richmond. Je leur ai promis que je retrouverais leur fille. J'étais loin de me douter que 40 jours plus tard, on saurait avec certitude qu'elle ne rentrerait jamais chez elle. L'enquête établit très vite qu'Anna a passé le début de la soirée avec des amis avant de s'en aller. La police visionne les images des caméras de vidéosurveillance de la ville. Ce vendredi 12 septembre, la rue piétonne est très fréquentée, mais une personne intéresse particulièrement les enquêteurs. Jesse Matthews était de sortie lui aussi, et il est allé dans plusieurs bars. Il s'est rendu dans au moins 3 établissements. Quand on les a interrogés, tous les employés se souvenaient très bien de lui, parce qu'il n'a fait que poser des problèmes. Il accostait des clientes, leur faisait des remarques déplacées. Plusieurs femmes se sont plaintes de ses avances auprès des barmen et des serveuses. Quand ils sont allés lui parler, Jesse Matthews leur a répondu qu'il était venu pour draguer des filles. Beaucoup de gens le connaissaient. Ils étaient allés au lycée avec lui. Ils l'avaient vu dans l'équipe de football américain. Il était connu dans plusieurs bars de la ville. Matthews, alors âgé de 32 ans, travaille comme aide-soignant au centre médical de l'université de Virginie. En dehors de ses heures de travail, il passe son temps à faire la fête. Après avoir causé des problèmes dans le 3e bar, il a décidé de s'en aller. L'une des dernières choses qu'il a dites, c'était qu'il cherchait à rencontrer des filles. Malheureusement, Anna Graham a croisé son chemin ce soir-là. Ses amis lui ont proposé de la ramener chez elle, mais elle n'a pas voulu les déranger. Et elle a décidé de rentrer à pied. Mais sous l'effet de l'alcool, elle s'est perdue. Elle a même envoyé un message à une amie pour lui dire qu'elle ne savait pas où elle était. Quelque part vers la 14e rue. 5 caméras de vidéosurveillance ont filmé les allées et venues d'Anna ce soir-là. Les images font froid dans le dos. La jeune femme est suivie.
On voit clairement sur la vidéo qu'il n'essaie même pas de cacher son intérêt pour Anna Graham. On la voit passer dans un sens et lui dans l'autre. Et juste après, on les voit ensemble. Quand on regarde les images de la rue piétonne du centre-ville, au moment où Jesse Matthews passe et repère Anna Graham, on voit qu'en 3 pas à peine, il change radicalement de comportement et accélère. En temps normal, il se cache derrière son apparence du type rondouillard, sympathique et inoffensif. Une espèce de gros nounours. Mais dès qu'une occasion se présente, il redevient la personne qu'il est vraiment au fond de lui. Quand on travaille dans la police depuis longtemps, on développe une sorte de 6e sens, d'instinct qui nous dit qu'on tient le bon suspect. Et beaucoup de gens dans cette ville m'auraient dit que je me trompais si je leur avais fait part de mes soupçons. Pour eux, c'était impossible qu'un homme comme lui commette ce genre de crime. Il était connu en ville, il avait fait du football américain à l'université. C'était même l'entraîneur adjoint de l'équipe d'une école privée de Charlottesville. Il était très populaire, et plusieurs collègues m'ont dit que je faisais fausse route. Jesse Matthews était un prédateur très à l'aise en public. Il n'essayait pas de cacher ses agissements. Il voulait que tout le monde soit au courant. Sur les images, on le voit avec le bras autour des épaules d'Anna Graham. Ça a fait douter les enquêteurs. Est-ce qu'il allait encore prétendre que c'était une relation entre 2 adultes consentants? Mais grâce à ces images, ils ont pu retrouver des témoins de la scène. Et ils avaient discuté avec le suspect ce soir-là. Ils sont allés lui dire qu'Anna n'avait pas l'air d'avoir très envie de repartir avec lui. Et lui, il les a envoyés balader. Jesse Matthews, un homme connu dans toute la ville, vient de jeter son dévolu sur une étudiante. Certains mécanismes biologiques peuvent expliquer qu'une personne ait du mal à contrôler ses pulsions. Mais quand quelqu'un naît avec ce genre de problème de comportement, il peut travailler dessus, apprendre à se maîtriser. Jesse Matthews, lui, n'en avait aucune envie. Il se moquait complètement de faire du mal aux autres ou de les contraindre par la force. Il ne pensait qu'à lui et à son propre plaisir. La plupart du temps, il faisait ce dont il avait envie et cédait à ses pulsions. C'est exactement comme s'il y avait un ours en liberté dans notre quartier. Ça ne sert à rien de détester l'ours. Il agit selon sa nature. Peu de temps après la disparition d'Anna Graham, l'ancien footballeur est soupçonné. Mais que lui a-t-il fait? Après l'avoir identifié sur les images, les enquêteurs veulent l'interroger. On a cherché une raison valable pour pouvoir perquisitionner son domicile et sa voiture. À ce stade, on ne pouvait pas l'arrêter. Il était libre de partir et c'est ce qu'il a fait. J'ai fait une déclaration pour annoncer que je voulais discuter avec lui. J'ai essayé d'être le plus clair possible. We want to talk to Jesse Matthews. We want to talk to him. We want to talk about his interaction with a sweet young girl that we can't find. Je sentais que c'était le dernier à avoir vu Anna Graham en vie. J'en étais absolument convaincu. Quand la police a fouillé la voiture de Jesse Matthews, elle a retrouvé des gants et du désinfectant. Ils ont également trouvé un téléphone portable sans carte SIM. Mis bout à bout, tous ces petits éléments étaient suffisants pour obtenir un mandat de perquisition à l'encontre de Jesse Matthews et fouiller son appartement. Une fois le mandat obtenu, ils sont entrés chez lui et ils ont découvert un short. C'est celui que portait le suspect le soir de la disparition d'Anna. Son analyse révèle la présence du sang de la jeune femme. Dessus, on a aussi retrouvé du sperme qui lui appartenait.
On avait désormais suffisamment de preuves matérielles et d'ADN pour relier Jesse Matthew au décès d'Anna Graham, mais aussi à celui de Morgan Harrington. Sans oublier l'agression sexuelle très violente dont avait été victime une étudiante de Fairfax plusieurs années auparavant. Le problème, c'est que ces résultats ont mis plus d'une semaine à arriver. Entre-temps, les enquêteurs avaient auditionné Jesse Matthew. Il a refusé de leur fournir un échantillon ADN et de coopérer. Puis il a disparu, exactement comme il l'avait fait dans ses deux anciennes universités. Il a quitté la ville subitement. This is every parent's worst nightmare. I'm certain that everybody in this room and those watching knows that what happened to Hannah could happen to their child. Les enquêteurs se lancent alors dans la plus grande opération de recherche de l'histoire de la Virginie. Un grand nombre de bénévoles se joignent à eux. Des drones et des avions sont aussi utilisés. Anna Graham était toujours portée disparue. Près d'1 millier de personnes essayaient de la retrouver. On a passé plusieurs jours sur le terrain, en commençant par Charlottesville, qui s'étend sur 26 km². Puis on a élargi le périmètre petit à petit. On a cherché de plus en plus loin, dans tout le comté d'Albemarle. Au total, ça représente près de 1900 km². On a fini par découvrir le corps d'Anna Graham à 26 km de là, près d'une maison qui était en vente depuis quelque temps. Jesse Matthew connaissait très bien cette zone et toute la campagne alentour. Il avait été chauffeur de taxi, mais surtout, il avait grandi dans les environs. Il connaissait cet endroit comme sa poche. Il savait exactement où cacher un corps pour qu'il ne soit pas découvert immédiatement. Jesse Matthew est convoqué pour être interrogé au poste de police de Charlottesville. Il est situé à moins d'1 minute à pied de la rue piétonne où il a été vu avec Anna. Il demande immédiatement la présence d'un avocat. Son avocat est arrivé et ils ont passé environ 1 heure à discuter tous les deux en privé. Puis ils sont repartis. Quand ils sont sortis du bâtiment, je n'en savais pas plus sur ce qu'il s'était passé avec Anna Graham que quand il était arrivé dans nos locaux. Les enquêteurs savent qu'ils tiennent le coupable, mais ils doivent le prouver. Tim Longo demande alors que le suspect soit placé sous surveillance. Un agent de la police d'État et un policier de la ville ont été chargés de cette mission. Alors qu'ils étaient en train de le suivre, il a commis plusieurs infractions au code de la route. C'était une raison suffisante pour obtenir un mandat d'arrêt contre lui pour conduite dangereuse. C'est ce qu'on a fait. Et presque immédiatement après, Jesse Matthew a quitté la Virginie et s'est rendu au Texas. Il avait déjà montré par le passé qu'il avait tendance à fuir. Il avait quitté toutes les villes où on le soupçonnait. Cette fois, il sentait l'étau se resserrer autour de lui et il a fui bien plus loin, jusqu'au golfe du Mexique. Jesse Matthew emprunte la voiture de sa sœur et passe la frontière du comté. Le meurtrier a encore une fois une longueur d'avance sur la police. Risque-t-il de tuer à nouveau? Je savais qu'on avait affaire à un prédateur redoutable. Il n'éprouvait aucun remords à enlever, violer et tuer des femmes. Je voulais éviter qu'il y ait d'autres victimes. Ce n'était pas un meurtrier comme les autres. Rendez-vous compte, il brisait des os à main nue. C'est inimaginable, j'ai du mal à concevoir que ce soit possible. Un homme qui brise des os à la force de ses mains. Et pourtant, c'est ce qu'il faisait. Jesse Matthew est activement recherché. Beaucoup connaissent son nom et son visage. Une femme l'a aperçu sur une plage de la baie de Galveston au Texas, et elle a fait le lien immédiatement. Elle avait déjà vu son visage aux informations. On avait demandé aux médias d'en parler le plus possible, de dire au public qu'on voulait absolument l'interroger. L'affaire a pris une ampleur nationale, et c'est comme ça que ce témoin en a entendu parler. Quand elle l'a reconnu, elle a contacté le shérif de Galveston. La chance de l'ancien joueur de football américain est en train de tourner. Pour la première fois, la police a l'avantage. Je pense qu'il voyait la vie comme un jeu.
Il voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Il voulait être respecté et se sentir tout-puissant. Tout ce qui comptait pour lui, c'était d'assouvir ses envies, quitte à faire du mal ou à tuer des gens. Jesse Matthews est un homme égoïste, prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire. Le prédateur sexuel est arrêté sur une plage de Bolivar Peninsula. Are you Jesse Matthews Jr.? Yeah. Les autorités se préparent à procéder à son extradition vers la Virginie afin qu'il y soit jugé pour ses crimes. So what is the Virginia warrant again? The Virginia warrant is a fugitive from justice warrant. The underlying charge is abduction of a person with intent to defile. La clé de cette enquête, ce sont les liens qui ont été établis entre les différentes affaires. Le plus important, ça a été l'ADN du suspect. Mais les autres analyses et le portrait robot ont aussi joué un rôle. Sans compter la détermination des parents de Morgan. Ils n'ont jamais baissé les bras. Il ne faut pas non plus sous-estimer tout le travail accompli par la police, qui a traqué Jesse Matthews sans relâche. Ça a été un grand soulagement pour tous les enquêteurs. Ça faisait des années qu'on attendait ce moment. Jesse Matthews reconnaît avoir tué Morgan Harrington et Anna Graham. Le juge a demandé au prévenu s'il plaidait coupable parce qu'il l'était effectivement, et il a répondu oui. Quand je l'ai entendu dire ça, avouer avoir assassiné ces deux jeunes femmes, ça a été un moment très important, à la fois pour les familles de victimes, mais aussi pour toute la ville. Il assumait enfin la responsabilité de ses actes ignobles. Jesse Matthews est condamné à 4 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. On est allé au tribunal de Charlottesville. La salle est toute petite, et il y a 3 rangées de sièges de chaque côté de l'allée centrale. Quand la police a escorté Jesse Matthews hors de la salle, j'étais assis sur le siège le plus proche de cette allée. Il est passé tout près de moi. Il a tourné la tête vers Jill et moi et ne nous a pas quittés des yeux jusqu'à ce qu'il soit sorti. Pour sa défense, l'inculpé prétend avoir subi des sévices durant son enfance. Mais aucun témoignage ne vient étayer cet argument. Face au juge, il affirme avoir été victime de violences. Il a peut-être vécu une enfance difficile, mais ça ne justifie en rien ce qu'il a fait. C'est le cas de nombreuses personnes, et elles ne deviennent pas pour autant des monstres. Il a eu plusieurs fois l'occasion de rentrer dans le droit chemin, mais il n'a jamais voulu changer sa nature. Les prédateurs ne sont pas des gens normaux. À la fin du procès, il a avoué les meurtres, mais il a dit n'avoir aucun remords. Sa famille est venue nous voir pour nous présenter ses excuses. Ça m'a choqué qu'il n'exprime aucun remords, qu'il ne regrette pas ses actes. Sur ce point, je suis d'accord avec Jill. Il n'est pas comme nous. S'il ne manifeste aucun remords, c'est parce qu'il est incapable d'en ressentir. Peut-être même qu'il prend du plaisir à se remémorer les souvenirs des crimes horribles qu'il a commis. Pour ce genre d'individus, les autres sont des pions qui leur permettent d'atteindre un but, souvent égoïste. Ça peut être de l'argent ou simplement un sentiment de puissance, de domination. La compassion éprouvée par Jill Harrington contraste avec la cruauté de Jesse Matthews. Au tribunal, elle réconforte même la mère du meurtrier de sa fille. Je lui ai tendu la main. Tout ce que j'espérais, c'était que ce geste la toucherait et qu'elle me tendrait la sienne en retour, qu'elle comprendrait mon intention. Et c'est ce qu'elle a fait. Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit « Toutes mes condoléances, je sais que c'était un moment très difficile pour votre famille aussi. » Et elle m'a remercié. Jill n'a eu aucune difficulté à accorder son pardon. Elle s'est montrée très indulgente. Moi, c'était plutôt le contraire. Ce n'était pas forcément ce que je pensais, mais en public ou devant les journalistes, j'étais bien plus radical. Je disais des choses comme « Je veux qu'il passe sur la chaise électrique ». Je ne vois qu'un mot pour décrire ce qu'il a fait subir à ces jeunes femmes. Cruauté. Je ne vois pas d'autre façon de le dire. Je préfère vous épargner les détails horribles sur la façon dont il les a tuées. Mais ce qu'il a fait, c'est monstrueux.
Et je trouve que ça montre bien que le mal peut se cacher partout. Aucun endroit n'est sûr. Jesse Matthews avait une mère aimante et aurait pu devenir un sportif de haut niveau. Alors comment s'est-il transformé en violeur, puis en meurtrier? Il recherchait le grand frisson. Les gens qui tuent ou agressent plusieurs personnes le font parce que ça leur apporte du plaisir, de l'excitation. Être recherché et risquer d'être arrêté à tout moment leur procure une sensation de danger, et c'est souvent ce qu'ils recherchent. Je pense qu'on peut parler de prédateur. D'autres disent que c'était un individu cruel. Pour moi, ce qui le caractérise principalement, c'est une absence totale d'empathie et de compassion. Jesse Matthews a été inculpé de 2 meurtres, mais selon la police, il est possible qu'il en ait commis d'autres. On sait ce que Jesse Matthews a fait à Morgan Harrington et à Anna Graham. Mais il y a plusieurs autres femmes, peut-être même des dizaines, qui sont encore portées disparues aujourd'hui et qui vivaient dans la région à l'époque où il sévissait. De nombreuses personnes se sont volatilisées autour de Charlottesville au cours des dernières années. Donc il est normal de se demander s'il pourrait avoir commis d'autres homicides. Est-ce qu'il avouera un jour? Est-ce qu'il nous en dira plus? Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer qu'il le fasse. Il reste peut-être une once de bonté, même chez une personne aussi diabolique et cruelle que Jesse Matthews. Pour Judy O, ce n'est pas le cas. Jesse Matthews ne ressent de l'empathie pour personne. C'est le genre d'individu qui ne pense qu'à lui. Il n'accorde aucune importance à la vie humaine, en dehors de la sienne. Pour lui, les autres ne sont que des pions. Pour Jesse Matthews, tuer était une source de plaisir. Il ne restait pas de marbre face à ce qu'il avait fait. C'est pire, parce qu'il y prenait du plaisir, il aimait faire souffrir ses victimes. C'est très perturbant d'essayer de comprendre ce genre de personnalité. Parce que nous, on est incapable de prendre la vie d'un être humain. Mais lui le faisait sans hésitation. Et quand je dis à la police que je n'arrive pas à le comprendre, on me répond « tant mieux ». Parce que si vous y arriviez, ça voudrait dire que vous seriez capable de commettre l'irréparable.